Eric Roser, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. écoutez, c'est un plaisir. Vous êtes vice-recteur Tout à fait. et on vous reçoit aujourd'hui pour parler un petit peu du suivi pédagogique pendant cette période de confinement qui vient d'être prolongée. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez mis en place pour permettre aux élèves de continuer leur apprentissage malgré justement ce confinement? Évidemment, le confinement génère une difficulté pour les élèves, c'est qu'ils ne peuvent plus venir dans les établissements scolaires pour y réaliser leurs apprentissages. Donc on a immédiatement mis en place ce qu'on appelle la continuité pédagogique, c'est-à-dire le maintien d'un travail scolaire, d'un lien avec l'école à distance. Donc cette continuité pédagogique, on l'a mise en place tout de suite, dès que l'annonce du confinement a été faite par les autorités. Les établissements ont engagé ce travail de mettre en place, de mettre à disposition des élèves des cours, des activités qu'ils doivent réaliser pendant le temps où les établissements sont fermés pour raison de confinement. Et est-ce que c'est sensiblement la même chose que vous aviez fait lors des 2 derniers confinements? Ou est-ce que vous avez procédé à certains réglages? C'est la même chose dans son esprit, mais à chaque confinement, puisque c'est le 3e, on a progressé parce qu'on a tenu compte des enseignements, c'est-à-dire de ce qui était pour nous un retour d'expérience au moment où les élèves revenaient dans les établissements. Pour vous donner quelques illustrations de ce retour d'expérience, déjà, nous avions une meilleure connaissance des élèves qui étaient ou pas raccordés à Internet, c'est-à-dire qui bénéficiaient ou pas d'appareils leur permettant de suivre cet enseignement à distance, cette continuité pédagogique au travers de l'Internet, au travers du numérique. Et pour tous les autres, de très vite pouvoir engager la préparation de pochettes de cours mises à leur disposition. Donc ça, c'était déjà la première chose, en sachant que même parfois, lorsque les élèves avaient une liaison Internet, mais qui n'avaient pas les appareils suffisants, c'est-à-dire juste le smartphone ou le smartphone de la famille, les collèges, dans ces cas-là, ont préféré mettre à disposition des familles une pochette papier. Donc ça, c'est déjà le premier enseignement qu'on avait tiré, une meilleure connaissance finalement du public et du moyen de leur acheminer ces activités de cours. Donc un suivi plus spécialisé finalement. Alors déjà dans le mode de communication. D'accord. Après, ce que l'on a aussi amélioré, c'est le réseau de distribution des pochettes papier. Parce que autant elles étaient mises à disposition des familles au collège, mais certaines familles ne pouvant pas se déplacer, ou certaines familles, je pense aux élèves internes, pouvant habiter loin de l'établissement, eh bien, il y a eu toute une organisation qui a été faite pour leur acheminer les pochettes papier, ou pour demander à des relais, les mairies souvent, ou d'autres collèges publics situés à proximité du domicile de l'élève interne, qui peut être scolarisé à Nouméa et être domicilié ailleurs, eh bien, de venir les rechercher là, c'est-à-dire on envoyait le fichier et l'institution, que ce soit la mairie ou le collège public, imprimait et mettait à disposition. Donc, vous voyez, on a perfectionné, je dirais, ce réseau de distribution. Deuxième enseignement qu'on avait tiré, c'est sur le calibrage même du travail qui est demandé aux élèves. Vous savez, le premier confinement, c'est la première fois que l'on basculait d'un enseignement en présentiel à un enseignement à distance. Et donc, on a sans doute, la première étape, insuffisamment calibré le travail qui était demandé en autonomie aux élèves. C'est-à-dire que vous en aviez demandé trop ou pas assez? Trop. D'accord. Et trop, et peut-être parfois, pour certaines activités, un peu supposant finalement un accompagnement. Donc là, ça a été beaucoup mieux ciblé. Ça a été ciblé en quantité, ça a été ciblé en nature d'activité et ça a été aussi ciblé en emploi du temps. C'est-à-dire d'indiquer aux élèves finalement quel pouvait être un emploi du temps de la semaine pour qu'eux-mêmes arrivent à se situer et à réaliser ce travail. Et le troisième enseignement peut-être qu'on a tiré, c'est d'être davantage en contact téléphonique, numérique avec les élèves pour prendre de leurs nouvelles, savoir comment ça se passait, est-ce qu'ils rencontraient des difficultés, est-ce qu'ils rencontraient des difficultés même psychologiques ou des difficultés particulières de nature sociale, de sorte que nous puissions nous engager finalement un accompagnement en mobilisant soit nos psychologues de l'éducation nationale, soit nos assistants sociaux. Donc vous voyez, finalement en trois confinements, on a progressé à la fois dans le mode de distribution,
dans le contenu même et l'organisation de la semaine, et dans un accompagnement beaucoup plus rapproché avec chacun des élèves. Et cet accompagnement, il s'articule avec les professeurs, les enseignants, c'est ça? Voilà, c'est les enseignants qui sont mobilisés, souvent chacun, les professeurs principaux. Parfois, les équipes pédagogiques se répartissent, un petit groupe d'élèves, et c'est le même enseignant qui suit et qui veille à relayer après les difficultés de l'élève pour qu'ensuite une réponse soit apportée. Donc les professeurs enseignants ne sont pas du tout en vacances alors en cette période de confinement? Ah, loin de là. Parce que si vous voulez, autant quand vous faites un cours collectif, vous le préparez. Quand vous faites ce cours collectif, vous êtes en interaction avec les élèves. Là, ça suppose un travail d'accompagnement davantage personnalisé et un rythme d'apprentissage qui dépend de chaque élève. Non, loin de là. Et du coup, le suivi pédagogique, vous l'avez dit, ça s'appuie en grande partie sur les outils informatiques. Est-ce que vous craignez pas que ça engendre des inégalités, notamment pour les élèves qui auraient pas accès à Internet ou autres? Vous parliez de pochettes. Est-ce qu'il y a une différence entre les cours qui vont se faire par Internet ou les pochettes, justement? Écoutez, de toute façon, soyons sincères, hein, effectivement. Les deux modes d'échange ne sont pas de même nature et qu'en plus, ceux qui ne sont pas reliés à Internet sont souvent dans des catégories sociales un peu plus défavorisées. Donc de dire que le confinement ne génère pas de difficultés plus grandes ou d'amplification finalement de ces difficultés que l'on essaye de réduire quand les élèves sont à l'école, serait finalement nier une réalité. Mais c'est aussi pour cela qu'on a essayé d'être attentif que pendant cette période de confinement, le travail qui soit donné soit au maximum que l'on puisse le faire, un travail plutôt de consolidation, plutôt que d'engager de nouveaux chapitres. Voilà, en sachant que, bien entendu, au retour, hein, il y a un point d'étape qui est fait, une petite évaluation qui est faite, et on essaye après de remettre en quelque sorte un collectif là où les élèves se sont dispersés en individuel. Donc de remettre en quelque sorte un collectif classe pour resituer où il faut continuer et reprendre les apprentissages. Donc vous vous attendez à un certain retard dans les programmes forcément? Alors il va y avoir effectivement un certain retard dans les programmes. Alors ceux-là, en revanche, ont fait l'objet de quelques assouplissements, notamment pour le collège, hein, qu'on avait publié dès le premier confinement, fait qu'on reste à peu près dans quelque chose de tout à fait gérable. Et quel est le rôle des parents dans tout ça, dont certains sont également confinés chez eux? Est-ce qu'ils doivent substituer en quelque sorte les enseignants ou mieux accompagner les élèves? Je crois qu'ils doivent surtout être en appui, en soutien, en encouragement, en accompagnement, mais on ne leur demande pas d'être les professeurs de leurs enfants. D'accord. De toute façon, c'est pas ce qui leur est demandé. L'enseignant reste en quelque sorte celui qui est en charge de ces activités et on demande plutôt d'encourager, de soutenir, de veiller à ce qu'il y ait un rythme régulier. Ça n'est pas des vacances, donc il faut veiller à des temps de sommeil, à des temps de travail. Aussi veiller à un équilibre entre le temps où on est au travail scolaire et puis le temps où on a un peu plus de détente. Il faut aussi veiller à quelques activités sportives, hein, parce qu'il ne s'agit pas aussi de se mettre en fragilité par rapport à la pratique d'exercice physique. Donc garder un certain équilibre finalement oui. de vie. Okay. Et alors, est-ce qu'il y a une possibilité de modifier le calendrier scolaire? On pense notamment aux vacances d'octobre. Est-ce que vous avez envisagé cela? Alors on l'avait fait déjà lors du précédent confinement parce qu'il y avait une date de reprise là qui se retrouvait entre la fin du confinement et puis le début des vacances scolaires. Actuellement, aucune décision n'a été prise dans ce sens. Et est-ce que justement le confinement qui est prolongé jusqu'au 4 octobre pourrait remettre en cause les examens de fin d'année? Alors les examens de fin d'année déjà sont des examens qui ont adopté les règles nationales d'adaptation liées à la gestion de la crise sanitaire en métropole. Donc aujourd'hui, à ce stade, les conséquences de la crise sanitaire sont comparables à celles de la métropole, ce qui ne suppose pas de modifier les règles d'adaptation des examens qui ont été adoptées par la métropole pour tous les examens
sur tout le territoire national. Donc plus de contrôle continu, c'est ça? Alors voilà, les règles qui avaient été, les adaptations plutôt qui avaient été prises, les mesures qui avaient été prises, c'était pour le baccalauréat d'évaluer un certain nombre de matières, de disciplines sous la forme de contrôle continu et de maintenir que 3 épreuves, l'épreuve de philosophie en classe terminale, une nouvelle épreuve pour le bac 2021 qui s'appelle le grand oral, c'est-à-dire où les élèves ont préparé 2 sujets et sont interrogés sur l'un des 2 sujets. Et puis pour les élèves qui sont en classe de première, l'épreuve de français. Ça, c'est une première adaptation pour le baccalauréat qui justement permet de tenir compte un petit peu des difficultés qui ont pu être posées pour la couverture des programmes et la mise en place des programmes du baccalauréat. Pour les examens comme le BTS, il a été prévu un oral de rattrapage qui d'habitude n'avait pas lieu, mais là on aura donc un oral qui sera organisé au mois de décembre pour les élèves qui seraient proches de la réussite au BTS. Et pareil, il y a aussi des adaptations qui ont été faites pour le bac professionnel. Donc tous vos établissements ne sont pas fermés en ce moment, puisqu'il y a certains qui accueillent depuis la semaine dernière les enfants de personnel de santé prioritaire. Comment cela est-il organisé exactement? Alors c'est organisé effectivement pour permettre à ceux qui gèrent la crise, ceux qui sont fortement mobilisés sur la crise, on pense au personnel de santé, on pense bien entendu au personnel de sécurité, police, gendarmerie, et également à ceux de la sécurité civile. Donc il a été prévu de pouvoir les soulager et donc accueillir les enfants pendant la période de la crise. Alors ça concerne beaucoup l'école primaire, c'est-à-dire les enfants qui sont à l'école élémentaire, voire en maternelle, et assez peu les élèves d'âge collégien, mais néanmoins quelques-uns. Donc on a ouvert 3 centres, un au collège Mariotti, un au collège Apogoti près du Médipôle, et un 3e au collège de Paillamboué à côté du centre hospitalier Nord. Voilà, donc le principe, c'est que le collège est un lieu d'accueil, est un lieu où finalement on donne toutes les conditions que donnerait la famille, hein, ce que je disais tout à l'heure, d'encouragement, d'équilibre, etc. Mais bien entendu, chacun des élèves réalise le travail qui lui est donné par les professeurs qui sont les siens et qui ne sont pas forcément ceux du collège qui l'accueillent. D'ailleurs, ce ne sont pas toujours des professeurs qui accueillent, hein, ça peut être un assistant d'éducation. Et j'ai été visiter par exemple le dispositif du collège Mariotti. Eh bien, tout est organisé, bien sûr, respect strict des gestes barrières pendant tout le temps de présence des enfants. Un temps le matin essentiellement consacré au travail qui est le travail de la continuité pédagogique, et l'après-midi des activités un peu plus récréatives ou sportives. D'accord. Et alors, vous en parliez tout à l'heure, hein, un suivi spécialisé avec un contact avec les professeurs. Quels pourraient être justement les impacts du confinement sur l'état psychologique des enfants? Vous disiez que vous y faisiez attention lors de ce suivi. Du coup, quels pourraient être justement ces impacts? Alors ça, effectivement, il a été observé que le confinement génère finalement une difficulté psychologique qui peut effectivement, surtout s'il s'éternise, surtout si les conditions de son confinement sont difficiles pour le jeune. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a déjà mobilisé tous nos psychologues de l'éducation nationale et qu'on a mobilisé tous les établissements pour, lors de ce lien téléphonique qu'ils ont avec les familles, avec les jeunes eux-mêmes, détecter ceux qui auraient des difficultés et pouvoir les accompagner, soit tout de suite, par un lien de nos psychologues, soit surtout au retour, pour en quelque sorte mieux les sécuriser, les rassurer par rapport à ce qu'ils vivent. D'autant plus que là, le confinement se fait dans une période de crise effective, où il y a des personnes hospitalisées, et les jeunes sont concernés, pour certains, par des personnes qui sont soit en réanimation, quelqu'un de leur famille. Et nous-mêmes, on a installé justement une cellule plus vigilante pour justement ces jeunes qui pourraient être en difficulté, une forme de cellule psychologique d'appui pour ceux qui rencontreraient la douleur d'un proche qui serait soit gravement atteint, soit qui serait disparu. Donc on le sait maintenant, le gouvernement l'a répété, la stratégie Covid-free est terminée.
Est-ce que vous avez commencé à plancher sur une reprise qui serait donc soumise aux contraintes des gestes barrières? Tout à fait. Déjà, au mois d'avril, à la fin du premier confinement, bon, certes, on reprenait en Covid-free et on avait demandé à tous nos établissements de préparer ce qu'on appelle un PPMS, un plan particulier de mesures sanitaires, de sorte que si l'on se retrouvait dans une évolution sanitaire, on soit à capacité de faire fonctionner les établissements dans le strict respect des gestes barrières. Alors, on avait à l'époque imaginé plusieurs niveaux de crise et chaque établissement devait réagir aux mesures qu'il prendrait selon le niveau de crise, c'est-à-dire selon le degré de circulation du virus. Alors, il s'agissait pour eux de travailler déjà les entrées-sorties, parce que c'est des moments où il peut y avoir un groupe où la distanciation est plus difficile à respecter. On leur avait demandé, et ça ils l'avaient déjà fait au moment des reprises, de réfléchir à des circulations dans les établissements. Vous savez, quand on change de classe, de sorte qu'il n'y ait pas deux classes qui se rencontrent. Dans les couloirs notamment. Les couloirs notamment. Donc chacun avait installé des sens de circulation. Il y avait la question des récréations, il y avait la question de l'éducation physique et sportive, de la fréquentation des centres de documentation. Et enfin, là, ce sont les points les plus difficiles parce que ils se font sans masque, c'est l'accès à la demi-pension, le temps du repas, et puis donc tous les moments en quelque sorte où les élèves pourraient être sans le masque. Alors il faut le savoir, en période de circulation du virus, les gestes barrières restent ceux qui permettent en quelque sorte de continuer de vivre en ayant cette préoccupation de se protéger soi-même et de limiter la propagation du virus. Ce qui a été les études faites maintenant avec un recul suffisant en métropole, puisque vous savez que la métropole s'est attachée aussi à maintenir au maximum les établissements ouverts pendant la crise, c'est que l'établissement est de loin le lieu finalement qui respecte le mieux l'organisation et les gestes barrières. Ce n'est pas un lieu de contamination, c'est plutôt un lieu qui est suffisamment encadré pour le respect des gestes barrières. Donc ça, c'est vraiment le point sur lequel on s'est employé. On a aussi veillé à ce qu'il y ait suffisamment aussi de produits, que ce soit les produits pour se laver les mains, que ce soit, lorsque ça n'est pas possible, la mise à disposition de gel hydroalcoolique. Il va y avoir une organisation du temps aussi qui va être mesurée à l'aune de la nécessité déjà de respecter les gestes barrières, c'est-à-dire un temps de se laver les mains lorsque l'on arrive dans l'établissement, des moments où on se lave les mains avant, après le repas, à certains moments clés, si vous voulez. Et bien entendu, ça peut prendre plus de temps et ça amènera à repenser peut-être le temps des heures de cours, la durée des heures de cours. Donc, toute une nouvelle organisation dont vous aurez peut-être la chance de revenir nous parler à ce moment-là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de votre accueil.